concernant les techniques de représentation de l'information. Elle est classée le signifiant, le signifié et la référence. The significant, the signified et the reference. Et je vous ai donné un exemple. Je vous ai dit, par exemple, quand on prend le code d'un client, donc Customer Code, par exemple, on écrit W01516. Donc, ça, c'est un code pour un client. Oui, oui, oui. Accepter. Ah, ok, ok. Normalement, j'ai tout accepté, mais je ne sais pas comment faire pour que ça soit automatique. Voilà, j'ai tout accepté. Ok, je reviens. Donc, j'ai dit que la fois passée, on avait parlé des trois aspects de l'information et je vous ai donné un exemple. Je vous ai dit, par exemple, si on prend le code d'un client, attendez, je reviens. Je pense qu'il y a une... Voilà, je reviens. Normalement, alors, nous avons dit que si nous avons une information, le significant, c'est-à-dire le signifiant de l'information, c'est l'ensemble des symboles, des codes, des mots, l'alphabet, les lettres que j'utilise pour représenter mon code. Ici, par exemple, pour le code client, donc attendez, je vais prendre le stylet. Ici, par exemple, pour le code client, on voit bien qu'il est constitué d'une lettre et d'un certain nombre de chiffres. Mais on ne comprend pas, c'est-à-dire si nous ne comprend pas la signification, conserver, accepter. Je reviens. Voilà. Donc, si nous n'avons pas la signification du code, on ne comprend pas, voilà, ce code-là. Et donc, la signification, c'est quoi? C'est que nous avons une partie du code. La première lettre du code, c'est le type du client. Les trois chiffres suivants, c'est le numéro séquentiel. Et les deux derniers chiffres, c'est la wilaya du client. Voilà. Donc, ici, nous avons trois parties de notre code. Ici, c'est la wilaya. Donc, donc la signification du code, c'est 15th wholesaler, c'est-à-dire c'est un grossiste de la wilaya. Oui, 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 je vous entends. Oui, est-ce qu'il y a un problème? Alors, est-ce qu'il y a un problème? Conserver. Est-ce qu'il y a un problème? Ah, ok. Comment faire pour que ça s'accepte automatiquement? On revient. Bon, voilà. Nous avons dit que nous avons dit que le signified, c'est le sens du code. C'est la signification du code. Donc, on va comprendre que ce W veut dire, c'est le wholesale, alors c'est un grossiste, c'est le 15e, ce 015, et après de la wilaya. Et la référence, nous avons dit que ça référence une personne physique. Bien sûr, cette personne, soit physique, c'est-à-dire natural person, ou bien legal person, information, suite à une saisie, donc entering information. Alors, je reviens toujours, tout accepter. Voilà. Et je support à un autre, mais sans modification, qu'on peut la traduire, et le fait de traduire, ce n'est pas la traduction d'une langue à une autre, mais le fait de copier d'un certain format de l'information vers un autre format. Exemple, le format disque vers le format impression. L'impression, c'est des points, c'est des pixels. Après, on peut mémoriser l'information, on peut, bien sûr, sur support, on peut la transporter sur un réseau, par exemple, au niveau des réseaux networks, on peut la traiter, bien sûr, attendez, conserver, toujours, accepter, et je reviens. Voilà. Donc ça, c'est juste un rappel. Nous avons dit qu'on peut traiter l'information, par exemple, et bien sûr, l'information en sortie, traitée, ce n'est pas une information créée, mais c'est une suite, c'est le résultat d'un certain traitement. Par exemple, si on fait 2 plus 3, donc le input c'est 2, l'autre input c'est 3, le process c'est l'opération d'addition, et après le résultat c'est une information traitée et pas
et pas accepté, et pas, je reviens, et pas créé. Donc, c'est une information, c'est-à-dire le 5, il n'est pas créé, il n'a pas été saisi, mais je l'ai obtenu à travers une opération, à travers un traitement, un process. Voilà, processing. Après, nous avons dit qu'on peut détruire une opération qui veut dire c'est la suppression tout simplement. On peut comprendre l'information, par exemple, si on fait la reconnaissance des formes, la reconnaissance des images concernant, par exemple, le traitement des radiologies pour détecter des tumeurs. Je vous ai donné un exemple. Après, pour summary, c'est résumer l'information et ceci ne veut pas dire résumer un texte selon une langue donnée, mais le résumé, summary, ça veut dire que c'est, par exemple, faire la compression des données. Donc, on ne perd rien comme information si on veut récupérer la forme initiale. C'est bon? Accepter. Voilà. Toujours, il y a des demandes. Il y a des demandes, oui. Voilà. Voilà. Et je continue. Nous avons dit, et on peut résumer l'information, et ici, le résumé ne veut pas dire résumer un texte. Ce n'est pas dans le sens langue, mais dans le sens une information, je la compresse. Et après, je peux récupérer la forme initiale de mon information. C'est-à-dire, je ne perds rien. Je ne perds rien. Voilà. Donc, ça, c'était concernant la manipulation. Attendez, là, ici, voilà. La manipulation de l'information. On est passé à autre chose. Nous avons parlé de l'information, elle est représentée, ou bien elle est sauvegardée, ou bien elle est contenue dans des structures de données, des structures de données. Et on avait parlé de les structures de données. Ça peut être des tableaux, ça peut être des tableaux, ça peut être des listes. Attendez, toujours conserver. Ah non, pardon. Ici, tout accepter. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous suivez? Parce que ça, c'est juste un rappel de ce que j'ai fait la fois passée. Oui, madame. Oui? Oui, oh, madame. Ok. Voilà. Donc, nous avons dit que ça peut être des listes, bien sûr, toutes les structures de données que vous connaissez et qu'on peut utiliser pour sauvegarder notre information. Bien sûr, ça peut être une sauvegarde permanente ou bien temporaire. Par exemple, les tableaux, les listes, tout ça, c'est des piles, les fils et tout ça, les arbres, les structures d'arbres, tout ça, c'est des structures de données en mémoire. Et donc, si j'éteins mon PC, tout part. Si je ferme l'application, tout part. Donc, c'est temporaire. Par contre, les fichiers, c'est sur support secondaire, c'est-à-dire les disques durs, les flash disques, etc., les disquettes et tout ça. Donc, ici, c'est des informations qui sont sauvegardées de façon permanente. Et bien sûr, les bases de données. Mais les bases de données, c'est quoi? En vérité, c'est des fichiers, mais avec une certaine structure, une certaine harmonisation des données, etc., une certaine organisation des données dans ces fichiers-là. Voilà. Mais les bases de données, réellement, concrètement, physiquement, c'est des fichiers. Voilà. Et donc, la suite, on va parler de fichiers. Et donc, les fichiers, c'est quoi? Les fichiers, c'est un ensemble d'enregistrements, records. Donc, c'est un ensemble de records, c'est la ligne, par exemple, ici. Les lignes, l'ensemble des lignes, c'est des records. Après, les colonnes, ça va être les champs, les feeds. Voilà. Et donc, bien sûr, une classe d'information, c'est quoi? Donc, c'est les caractéristiques, en quelque sorte, d'un objet. Bien sûr, cet objet, ça peut être abstrait ou concret, dans le sens, je reviens, conserver, toujours, voilà, je reviens. Donc, on parlait de, toujours, accepter, voilà. On parlait de classe d'information. Et alors, nous avons dit, c'est un ensemble d'éléments, set of elements. Où est le stylet? Voilà, une classe d'information, c'est quoi? Nous avons dit que c'est un ensemble de set of elements having the same characteristics. Et nous avons donné l'exemple, par exemple, d'un étudiant. C'est-à-dire un étudiant, les informations. Attendez, j'ai perdu la souris, je vois pas. Ah. Observer. Voilà.
Alors, nous avons dit qu'une classe d'information, c'est un ensemble d'informations, on va dire élémentaires. Et ces informations, ces objets, having the same characteristics, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques. An occurrence of a class is a particular element. Donc, c'est une valeur. Donc, l'occurrence d'une classe, c'est une valeur. Alors, l'occurrence d'une classe ici, nous avons dit que l'occurrence d'une classe, c'est toute une ligne. C'est le record finalement. Mais c'est une ligne de notre classe. Ça, c'est l'occurrence. Maintenant, l'occurrence d'une rubrique, ou bien d'une propriété, ou bien d'un attribut, ou bien field en anglais, ou bien item, c'est quand vous voulez, c'est l'occurrence avec la valeur, une valeur donnée, par exemple, de mon champ. Par exemple, member ID, 1, c'est une occurrence, 2, c'est une occurrence, 3, mais c'est une occurrence de member ID. Alors que toute la ligne, par exemple, 1, Milton, Brewer, 54, Lucie, etc., la city, address, et tout ça, toute la ligne, c'est une occurrence de ma classe, voilà. Voilà. Et donc, l'exemple, par exemple, la classe student, c'est une classe parce que nous avons un certain nombre d'éléments qui sont en commun, qui caractérisent cet objet, par exemple l'objet ou bien une personne. La personne student, elle est caractérisée, elle a un certain nombre de caractéristiques. Parmi les caractéristiques, c'est le nom, le prénom, date of birth, etc. Voilà, un ensemble de la même chose pour enseignants et ainsi de suite. Donc, on avait parlé de item ou bien field. Bien sûr, c'est les rubriques, c'est les informations de base. C'est the smallest piece of information. C'est l'information la plus petite au niveau des systèmes d'information. Par exemple, le matricule, c'est un item, ou bien c'est une rubrique. Voilà. An item takes at a time t, à un instant t, une seule valeur. Voilà. Je reviens. Bien sûr, nous avons dit qu'une rubrique, à un moment donné, elle prend à un instant T, elle prend une seule valeur. Je ne sais pas comment faire la prochaine fois, on va voir comment faire pour accepter tout le monde automatiquement. Et nous avons donné l'exemple, par exemple, le matricule, ici, 33. Voilà, pardon. Bon. Il y a du ménage. Voilà. Donc, le matricule 33, 113, c'est l'occurrence de la rubrique matricule, ou bien le item matricule. Ouais, ça, c'est juste un exemple. Et nous avons parlé de la classification des rubriques et nous avons dit que nous avons des rubriques primaires. Primaires, ça veut dire que c'est des rubriques, on va dire, avec des valeurs naturelles, des caractéristiques naturelles. Par exemple, le nom d'une personne, un numéro de compte, tout ça, c'est des informations de base naturelle. Elles ne sont pas calculables, elles ne sont pas de situation, elles ne dépendent pas d'une situation donnée. Le nom d'une personne, ça reste le nom d'une personne. Le matricule ou bien le numéro de compte, ça reste comme ça. Donc, c'est une information primaire. Après, nous avons parlé d'informations calculées ou bien de rubriques calculées. Par exemple, les compteurs, tout ce qui est compteur, il reçoit I plus A, N perce, reçoit N perce plus A, tout ça, c'est des compteurs. C'est des variables qui sont calculées, ou bien c'est des rubriques qui sont calculées, mais avec, c'est un compteur, c'est-à-dire plus 1, plus 2, c'est-à-dire que c'est des compteurs. On les utilise en tant que compteurs. Par contre, les rubriques de cumulation, c'est des rubriques cumulées, c'est des rubriques où on fait un certain cumul. C'est-à-dire, la valeur précédente, on lui ajoute, suite à une entrée, à un événement, on lui ajoute une autre valeur. Voilà. Toujours. Par exemple, ici, quantité en stock. Ici, quantité en stock. Voilà. Ici, quantité en stock courante. Le current quantity in stock. Je ne vois pas dire ça. Voilà. Ici, c'est la quantité qui existait avant, the previous quantity, plus la nouvelle entrée, le stock. Par exemple, on a fait l'approvisionnement. On a ajouté de nouvelles marchandises, la matière première, par exemple. Donc, ce qui existait en stock, plus ce qu'on a fait entrer suite à l'événement. L'événement, c'est l'approvisionnement, c'est l'achat de nouvelles matières. Voilà. Nous avons parlé aussi des rubriques toujours calculées, mais des rubriques de type choice, choix, qui veut dire elles dépendent d'un certain si. C'est-à-dire nous avons un certain if. Par exemple, une certaine condition. If goes
salarié inférieur ou égal à 5 000, l'IRG reçoit 0. Que veut dire ceci? Alors, l'IRG prendre 0, c'est-à-dire on va le mettre à des impôts. On ne le retire pas, on ne lui fait pas des retenues impôts de son salaire, parce que son salaire est très bas. Voilà, c'est dans ce sens. Donc, l'IRG, finalement, elle dépend de l'IRG. La valeur de l'IRG dépend du salaire, de la condition. Voilà, du salaire brut. Ça, c'est gross salary, c'est le salaire brut. Voilà. Bien sûr, les rubriques calculées, c'est suite à une formule, comme on a donné l'exemple en TD pour un groupe. C'est-à-dire, on avait dit que le net à payer, ou bien payable net, c'est les indemnités, toutes les indemnités, moins les revenus. Voilà, moins les revenus, deductions, et plus les avantages. Donc, suite à une formule de calcul. Ça, c'est juste un exemple, bien sûr. Et nous avons parlé aussi des rubriques de situation. Nous avons dit que cette rubrique, elle dépend de la situation, de l'objet, que ce soit enfin de l'objet ou bien de la personne. Par exemple, ici, family situation, donc S, single. Mais il ne va pas rester obligatoirement single. Voilà. Donc, une personne qui est célibataire, à un moment donné, elle va se marier. Donc, sa situation familiale, elle peut changer, elle devient mariée, ou bien divorcée, etc., veuve, etc. Donc, c'est une rubrique qui est liée à la situation de l'objet qu'on est en train de traiter. Et nous avons parlé à la fin des rubriques libres, free items. C'est quoi? Nous avons dit, par exemple, c'est le numéro de le odd number, c'est le numéro d'ordre, qui n'a pas de sens, c'est juste le numéro de ligne, par exemple. Je reviens. Ou bien les numéros de page. Le numéro de page, par exemple, ici. Par exemple, le slide, numéro slide 7, ce n'est pas une information, par exemple, qu'on ramène de la base, etc. Mais on l'ajoute comme ça pour la présentation. On l'ajoute au niveau de l'éditeur, on l'ajoute au niveau de la présentation. Les signatures, tout ça, c'est les signatures, ce n'est pas au niveau de la base. On les retrouve sur les documents. Et bien sûr, les en-têtes et les pieds de page. Headers and footers. Tout ça, c'est des rubriques libres qui ne sont pas liées à des rubriques au niveau de la base, tout simplement. Est-ce qu'il y avait une demande d'ajout? Non. 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 Je croyais qu'il y a. Ah, si. Voilà. C'est pas. Oui. On avance, donc on avait bien sûr ça, tout ça, ce on avait dit, on va le faire en TD pour certains groupes. Il y a un groupe avec lequel j'ai fait le TD concernant la description de documents. Et bien sûr, on avait parlé de la nature ou bien le format des données. Bien sûr, quand on fait l'étude des documents et par la suite pour obtenir le dictionnaire de données, par la suite pour obtenir la base de données, après la conception MCD, etc., on doit connaître la nature ou le format de nos données. Et donc ici, la nature, par exemple, est-ce que c'est numérique? C'est pour prédire les types de nos variables, de nos champs au niveau de la base de données. Donc, ça peut être numérique, ça peut être alphabétique, ça peut être alphanumérique ou bien date, de type date. Et bien sûr, on doit connaître la longueur de l'item. Ce n'est pas comme ça infini, c'est-à-dire sans un nom déterminé. Mais, par exemple, les noms, les prénoms, toutes les rubriques au niveau de la type. Voilà. Donc, il faut préciser la longueur, par exemple. Le matricule de l'étudiant, par exemple, student number, il a un certain nombre de caractères. Le nom de l'étudiant, la même chose. Il y a un certain, par exemple, on choisit 30 caractères pour le nom. Donc, s'il y a un étudiant qui a plus de 30 caractères au niveau de son nom, ça va être tronqué. On va le couper, on va garder seulement les 30 caractères. Voilà. Donc, bien sûr, quand on choisit la longueur de nos rubriques, il faudrait les choisir suite à une étude. C'est-à-dire voir la rubrique au maximum, elle a combien de caractères, et après prévoir cette longueur-là. Voilà. Et nous avons dit, bien sûr, scope of domain, c'est le nombre, les valeurs possibles de notre, les occurrences, toutes les occurrences possibles, c'est-à-dire les valeurs possibles de notre, le stylet, je ne le vois pas, où est-ce qu'il est? Attendez. Voilà, celui-là, oui. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a conservé. Ouais, ok. Voilà. Et on avait parlé de empty occurrences et de unknown occurrences. Et nous avons dit que les occurrences vides et les occurrences inconnues, ce n'est pas la même chose. Les occurrences vides, bien sûr, nous avons dit que, par exemple, empty ne veut pas dire, nous avons dit que, attendez,
Alors, oui, non, c'est accepté, c'est bon. Normalement, c'est accepté. OK. Attendez. Oui, voilà. Et nous avons dit qu'il faut différencier en rubriques inconnues et nous avons dit que, par exemple, le empty aussi, et il ne faut pas c'est-à-dire confondre entre empty, c'est-à-dire vide, et nul. Nul veut dire zéro. C'est-à-dire dans le sens, parfois dans les bases de données, le zéro, on laisse à blanc. On ne mentionne pas forcément zéro, la valeur zéro. Mais il faut différencier entre le nul et le empty. Alors, je vous ai donné l'exemple de la PRI, Individual Performance Bonus, et la PRI, c'est la prime de rendement individuel. C'est quoi cette prime? Quand par exemple, la personne pour laquelle on ne donne pas de prime, on ne va pas la sanctionner, par exemple. Donc, elle n'a pas de prime, donc elle a un zéro, donc c'est nul. Donc, quand je trouve la rubrique qui est vide comme ça, je trouve une rubrique qui est vide, elle ne contient aucune valeur. Ici, s'il s'agit de PRI, voilà, je reviens. Nous avons dit, attendez, je vous ai donné, soit on met un zéro, soit on laisse à blanc. Donc le zéro, pour la prime de rendement, cela veut dire que la personne n'a pas de prime, par exemple. Par contre, si on précise le zéro, dans la rubrique PRI, cela veut dire qu'on est en train de sanctionner cette personne. Et donc, le fait de sanctionner cette personne, on peut faire une réduction de 50%. Un abattement de 5, pas 50%, non, pas la moitié, mais un abattement de son salaire. On prend 5%, moins 5% de son salaire. Voilà. Donc, le zéro veut dire que c'est une sanction. Alors que le blanc veut dire que la personne n'a pas obtenu de prime. Elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. Elle n'a pas obtenu mais elle n'est pas sanctionnée. Voilà. Donc, on sanctionne, c'est quand la personne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment sérieuse, on la sanctionne parce qu'elle n'est pas du tout sérieuse. Et donc, dans ce cas-là, ça va être un zéro. Et on fait la réduction. Donc, pourquoi je vous donne cet exemple? C'est pour vous dire que parfois dans la base de données, il faut la base des rubriques, comprendre l'occurrence, parce qu'une occurrence, on la trouve à blanc, on va automatiquement dire qu'il n'a pas eu de prime. Non, non, on la trouve à zéro, on veut dire qu'il n'a pas eu de prime. Non, le zéro veut dire que c'est une sanction. Il faut bien comprendre le sens des rubriques pour pouvoir faire le traitement qu'il faut sur son salaire. C'est bon? Maintenant, pour un non-occurrence, nous avons dit que c'est des occurrences, mais qu'on ne connaît pas à un instant T. C'est-à-dire à un moment donné, par exemple, le prix de selling price, donc on l'ajoute au niveau de la base, on ajoute toutes les caractéristiques, le nom du produit, le code du produit, etc. On a laissé à blanc ou bien à vide le prix, mais ceci ne veut pas dire que c'est zéro, mais et on avait aussi parlé de rubriques élémentaires et de rubriques groupées, mais l'information. Je ne peux pas diviser l'information en sous-rubriques. Par contre, groupée, je peux. Par exemple, date of birth, la date de naissance, elle est primary. Donc, c'est une date de naissance. On ne peut pas, ça y est, c'est sa date de naissance, je ne peux pas. Elle n'est pas obtenue grâce à un calcul, ou bien un choix, ou bien non, c'est une primaire, c'est une information naturelle, c'est la date de naissance de la personne. Mais cette date de naissance, elle est groupée, c'est une rubrique groupée. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée du jour, c'est-à-dire la date de naissance. Où est le curseur? Voilà.
9, 2000. Elle est constituée de 3 rubriques, l'année, le jour et le mois. Voilà. Donc, c'est une rubrique qui est groupée. Parce qu'on peut la subdiviser en sous-rubriques. Et on avait parlé aussi de class description. Nous avons dit que chaque objet ou bien chaque entité, que ça soit abstraite ou concrète, c'est-à-dire physique, ou par exemple une personne, un module, par exemple, un module, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un objet physique. Un module, c'est quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire, ici, student assignment, c'est-à-dire l'affectation de l'étudiant. Donc, ici, matricule, course option, year, group, etc. C'est l'affectation de l'étudiant. Donc, ça, c'est une classe d'information. C'est un ensemble de rubriques liées qui caractérisent l'affectation de l'étudiant. Customer, la même chose. Customer code, c'est le code du client, le nom du client, le prénom du client, first name, last name, l'adresse, etc. Et on peut trouver aussi des classes d'informations qui contiennent des sous-classes. Par exemple, ici, la classe customer, la classe client, elle a à l'intérieur une sous-classe. C'est quoi cette sous-classe? C'est l'adresse. C'est possible qu'il a plusieurs adresses. Le même client, il a plusieurs adresses. Et donc, l'adresse, et après, dans cette classe d'adresse, nous avons street, postal code, city. Voilà. Donc, c'est une sous-classe de la classe customer. Cette sous-classe, c'est l'adresse. La même chose ici, par exemple, la classe étudiant, nous avons le matricule de first name, c'est le prénom, last name, je reviens, voilà. Bien sûr, et nous avons la sous-classe module, et la sous-classe module, nous avons le code module, coefficient, après la sous-classe de la sous-classe, c'est l'examen, le numéro de l'examen, et après la note de l'examen, voilà. Et bien sûr, address par exemple ici, address is a grouped item. Nous avons dit que c'est une rubrique groupée parce qu'elle est constituée de la rue, postal code, city, and repetitive. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs. Donc elle est groupée parce qu'elle est constituée de plusieurs champs, ou bien de sous-rubriques, on va dire. Et de l'autre côté, elle est répétitive. Pourquoi? Parce que l'adresse, c'est-à-dire la personne, customer ici, peut avoir plusieurs adresses. Je ne sais pas si vous avez compris la différence entre grouped et répétitive. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui? Oui, à peu près, oui. Ok. On a. Non, madame. Voilà. Non, ce n'est pas clair. C'est-à-dire grouper. Je parle de grouper ici pour l'adresse, par exemple. C'est quoi grouper? C'est le fait que l'adresse contient plusieurs champs, plusieurs rubriques. Elle contient la rue, postal code, et elle contient la ville, city. Donc, c'est une rubrique groupée d'après ce qu'on a expliqué avant. Voilà. Et de l'autre côté, c'est une rubrique répétitive. C'est quoi répétitive? C'est-à-dire que la personne, par exemple, customer, c'est possible qu'un client, quand il vient à l'entreprise, par exemple, pour acheter, il leur donne plusieurs adresses. C'est-à-dire, le client, il a plusieurs adresses. Et après, on lui fait la livraison soit à l'adresse, telle adresse, ou bien telle adresse. C'est-à-dire, la personne peut avoir plusieurs adresses. Est-ce que c'est logique, le fait d'avoir plusieurs adresses? Oui, madame. Oui, non. Voilà. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs adresses, oui, bien sûr. Et ici, bien sûr, là, j'ai expliqué, ici, c'est subordinate, c'est-à-dire c'est une sous-classe. Ici, exam is a subordinate class to module. C'est une examen, ici, exam, c'est une sous-classe, l'examen, c'est une sous-classe de module. Et module, c'est une sous-classe de student, et ainsi de suite. Et les classes, on les représente avec des accolades. Bien sûr, ici, cette représentation, c'est quand on est en train de faire l'étude de l'existant. Parce que si on va aller vers la conception, on n'utilise plus ceci. C'est-à-dire ça, c'est pour tirer toutes les informations possibles, pour pouvoir construire mes classes et après construire mon dictionnaire de données aussi, les classes. Mais à partir de ces classes-là et de ce dictionnaire de données, je pourrais créer mon MCD par la suite. Donc, ça va m'aider. Pourquoi? Parce que j'ai la classe étudiant et je comprends que l'étudiant, il a plusieurs modules. Il peut avoir plusieurs modules. Déjà, je commence à comprendre la relation entre étudiant et module. Qu'un étudiant, il peut avoir plusieurs modules, parce que c'est une sous-classe de classe étudiant. Après un module, on peut avoir plusieurs examens.
Et chaque examen avec sa note, avec le numéro de l'examen et sa note, par exemple. Voilà. Donc, ça nous permet, cette étude préliminaire, on va dire, cette étude de l'existant, va me permettre, va me donner toute la matière pour pouvoir aller vers la conception et faire mon MCD, mon MLD. Et après le MLD, on va aller vers le physique qui est la base de données. Voilà. Bien sûr, ça c'est exemple. Early code, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué, early code, c'est une ligne de ma classe. C'est une valeur de toute la ligne. Donc, par exemple, customer, l'occurrence de la classe customer, par exemple, cette ligne-là, c'est gros 601516, Younsi Khaled, rue de l'Indépendance, etc. C'est toute la ligne, voilà, avec son matricule, son nom, son prénom et son adresse. Donc, ça, c'est l'occurrence de la classe, on l'appelle aussi record, un article. Voilà. Bien sûr, ça c'est juste une représentation de notre fichier. Et bien sûr, a file is a set of all records corresponding to a given class. Donc un fichier correspond à une classe finalement. Un fichier correspond à une classe. Un fichier, quand je parle de base de données, c'est une classe. Et bien sûr, ce fichier, il contient un certain nombre de rubriques, customer code, customer first name, customer last name, après address. Et dans address, on a plusieurs, bien sûr, c'est une rubrique groupée, donc elle a street, postal code, and city. Et après, ici, c'est répétitif. Que veut dire répétitif? Ça veut dire que la personne, ce client G00116, c'est un client qui a deux adresses. La première adresse, c'est l'Indépendance 16 000 Alger, et l'autre, Cité Saint-Juillet. Voilà. La même chose pour ce client, il a deux adresses. Ce client, pas forcément, donc il peut avoir une seule adresse. Donc, ici, c'est des rubriques qui sont répétitives. C'est bon? Donc, ici, la remarque note, only the general class, non généralement seulement. Par exemple, pour l'autre fichier, les classes, les sous-classes, ça va faire des rubriques répétitives. Attention de fichier, c'est bon? Oui? Oui, non? Madame, j'ai pas compris parce que la connexion, elle bug, donc. J'ai dit que la classe, que je répète, hein, j'ai dit que, bon, je prends la couleur rouge pour que ça qu'on voit. J'ai dit que la classe, notre classe, la classe, attendez, il y a un problème au niveau de l'écran, je ne sais pas pourquoi ça. Où est le curseur? Ici. Attendez. Par exemple, ici, la classe, je ne vois pas, la classe, par exemple ici, la classe customer. La classe customer. Voilà, la classe customer, on la traduit physiquement au niveau de la machine sous forme de fichier. Ça va devenir un fichier. C'est un fichier. Et un fichier, c'est quoi? C'est un ensemble de records, de lignes, d'enregistrement. Et après, d'après cette remarque que je vous ai dit en la fin, note, only the general class. General class, ici, c'est quoi? C'est customer, oui ou non? Et la sous-classe, c'est address, oui ou non? Alors, revenant ici, attendez, je vais revenir. J'ai dit customer, c'est la classe générale, externe. Et après, dans la classe customer, nous avons la classe address, oui ou non? Oui ou non? Oui? Oui. Okay. Donc, nous avons dit que finalement, quand on va aller vers les bases de données, notions bases de données, fichiers, etc., je ne vais pas faire un fichier pour customer et un autre fichier pour address. Je vais faire un fichier pour customer et après les classes subordonnées, ça va être des rubriques répétitives. Comme ici, par exemple, j'ai donné l'exemple du fichier customer. Le fichier customer, c'est un seul fichier ici. Ça, c'est un seul fichier. Après, il y a l'ensemble des enregistrements ici. G00116, Ben Saïd, Ben Mohamed, etc. Ça, c'est un enregistrement. Mais cet enregistrement, il se termine ici. C'est-à-dire, il va prendre tout ça. Ça, c'est un article, record. Pour la classe customer. Tout ça. Ça, c'est un nouveau enregistrement. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, les classes répétitives, les sous-classes,
elles font, c'est c'est des Madame, classes, c'est des rubriques répétitives. مدام لا كونيكسيون عندك هي بزاف ثقيله شغل الهضره راهي تجي وتروح تجي وتروح تجي وتروح دوكا ماناش كاع نسمعو فيك La classe, elle va être physiquement traduite sous forme de fichier. Vous avez compris cette remarque? Oui, Oui. Oui, madame. Voilà. Et bien sûr, ici, un fichier, c'est un ensemble d'articles, d'enregistrement. Ici, par exemple, le premier enregistrement pour le client G0016, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est avec toutes les rubriques répétitives, c'est-à-dire avec toutes les adresses de la personne, bien sûr. Tout ça, c'est un enregistrement. Voilà, le record. Voilà. نكتبوها كود ولا كيفاش نكتبوها Le quoi, le quoi? هذا quoi? كي تقولي لنا بلي نعم Oui, répète la question, répète la question. Je n'ai pas compris la بلي question. هذا اللي كتهضري عليه دوكا تاع لا كلاس بلي هو لو فيشي هنا كيفاش حنا نديرو لا ترادكسيون تاعها نديرو ان بروغرام ولا كيفاش ديري هكا نورمالمون. بعد شي Ah non, je suis en train de vous expliquer que quand on fait l'étude et on trouve on aura des fichiers. Vous avez compris? À la fin, on aura des fichiers. Mais cette fin, on n'a pas encore, ici, c'est juste pour vous dire que ça va se traduire sous forme de fichier. Et que le fichier, finalement, ça correspond à une classe au niveau de l'étude de l'existant. Et que ce fichier, s'il a des sous-classes, des classes subordonnées, les sous-classes vont être des classes, on va les considérer comme des rubriques répétitives. Voilà. Donc, c'est la classe externe qui va faire l'objet d'un fichier. Ça, c'est quand on va aller vers la base de données, vers les fichiers de la base de données. Mais ça, c'est juste une indication. Mais on n'est pas encore arrivé à la base de données. Vous allez le faire la semaine, enfin pas la semaine, je veux dire l'année prochaine, en L3. Vous allez faire les bases de données. Mais maintenant, on est en train de parler de la conception. Ça va aller vers ça. Ça va aller vers ça. C'est bon? Oui, ok. Ok, voilà. Maintenant, bien sûr, il nous faut, pour représenter l'information, on revient vers ce fichier, vous remarquez que, par exemple, pour le client, nous avons une rubrique qui est importante, elle est spécifique, cette rubrique, c'est le code du client. Cette rubrique, elle est unique pour chaque client. Vous êtes d'accord, oui ou non, le code du client? Oui? Oui, madame. Oui, oui. Et donc ça, on les appelle les références. Quand on est au niveau étude de l'existant, on parle de référence, on parle identifiant, l'identifiant. Donc l'identifiant, c'est-à-dire pour chaque classe, je dois avoir une rubrique spécifique qui permet de caractériser de façon unique une occurrence de ma classe. Voilà, une occurrence de ma classe. Par exemple ici, la rubrique ici, Customer Code, le code client, c'est une rubrique qui est de type identifiant parce qu'elle est unique et spécifique à chaque client. Par exemple, pour le matricule étudiant, la même chose. Le matricule, c'est une rubrique identifiant parce qu'elle identifie de manière unique notre occurrence. Occurrence, bien sûr, par rapport à la classe. Par exemple, ici, l'étudiant Aziz Fawzi, avec telle date de naissance, avec l'adresse, etc., il a le code, celui-là. L'autre client, l'autre étudiant, il a ce code-là. Donc, deux occurrences of an information class correspond à deux occurrences différentes, bien sûr, correspondent deux occurrences distinctes des identifiants. Par contre, par exemple, pour le nom, par exemple, je peux trouver, par exemple, 58 42 30 Aziz Fawzi. Voilà, je peux trouver un certain Aziz Fawzi et je peux trouver un autre code 58 45, par exemple 31. Aziz Fawzi. Est-ce que c'est la même personne? Non. Ce n'est pas la même. Parce que
l'université, d'ailleurs, on le voit très bien au niveau à l'université. Parfois, on trouve des étudiants avec les mêmes noms prénoms. Mais bien sûr, ils n'ont pas le même matricule. Donc, on différencie entre les deux étudiants grâce à cet identifiant. Bien sûr, on peut aller, par exemple, nom, prénom, adresse, par exemple, date de naissance. C'est sûr qu'on va trouver différents. C'est-à-dire, on va trouver, par exemple, la date de naissance, c'est-à-dire la probabilité. Mais au lieu de manipuler plusieurs rubriques pour savoir si c'est la même personne ou pas, au lieu de faire ceci, je vais prendre une rubrique spéciale qui est l'identifiant et il faut que ça soit quelque chose de concis. Il ne faut pas que ça soit une rubrique très longue. Voilà, facile à manipuler, qui me permet d'identifier de manière unique une occurrence de ma classe. C'est bon? Et ça, c'est ce qu'on appelle les identifiants. Donc, each class must be assigned a reference item. Donc, chaque classe, on doit lui attribuer c'est-à-dire une rubrique identifiant. Soit by choosing one from the class description items, c'est-à-dire soit en choisissant une rubrique à partir des identifiants, bien des caractéristiques de ma classe, c'est-à-dire les items, ou bien je propose une nouvelle, pas à partir des caractères. All adding a new reference item, c'est-à-dire deux possibilités se présentent. Soit je choisis parmi les caractéristiques de mon objet, je choisis quelque chose qui identifie de manière unique mon objet et je le prends comme identifiant, soit j'ajoute, par exemple, supposons que nous avons des clients qui arrivent, quand j'ai un client, il vient avec son nom, son prénom, etc. Il ne vient pas avec son numéro. Oui ou non? Oui ou non? Il ne vient pas, c'est-à-dire un nouveau client, il ne vient pas avec un numéro, il vous dit que voilà, c'est mon numéro. C'est vous qui allez lui donner un code. Donc, vous avez ajouté une rubrique en plus et vous l'avez attribué à ce client. Donc, et il y a des cas où on peut choisir, on va voir par la suite, qu'on peut choisir parmi les caractéristiques de mon objet, de la classe, une rubrique, je vais la prendre comme identifiant. Mais il faut que ça caractérise de façon unique l'occurrence de ma classe. Voilà. Et bien sûr, information schema, ici, c'est le schéma d'information. Donc, si on est au niveau conceptuel, c'est-à-dire, une fois que je vous ai dit, une fois qu'on fait l'étude de l'existant, on va aller vers la phase conceptuelle, on va concevoir notre système, et après, on va le réaliser concrètement. Donc, ici, quand je conçois, après l'étude, bien sûr, il y a existing study ici, hein, existing study, c'est-à-dire l'étude de l'existant pour déterminer les classes, etc. Après, je passe conceptuellement, on parle de classe conceptuelle, et après, on va parler d'entité, c'est-à-dire ces classes-là vont devenir des entités et des relations entre entités, relationship. Après, on parle de classe, d'occurrence de classe, et on parle de propriété, sans accent ici, la property, sans accent, de propriété, de référence ou bien d'identifiant, et conceptual schema of information system. Donc, c'est la vue conceptuelle de la chose. Et quand on va aller vers le niveau physique, interne, on va parler de fichiers, files. C'est comme je vous ai dit. C'est-à-dire quand on va avancer et concrètement, quand je fais sur la machine, le matériel informatique, ma classe, etc., je l'implémente, je la réalise, ça va devenir des fichiers. Après l'occurrence de la classe, ça va devenir un record. C'est juste des appellations à des niveaux différents. Occurrence de rubrique, l'identifiant, la référence, on va l'appeler identifiant, et bien sûr, l'Information System Artificial Object, c'est la base de données, plus la partie software, c'est-à-dire la partie programme. Le software, quand je dis software, c'est les programmes. Normalement, software, c'est le tout, c'est les programmes et la base de données. Tout ça, ça constitue un logiciel, mais ici, je parle de programme, c'est-à-dire la partie programme et la partie base de données. Voilà. Donc ça, c'est comment appeler les choses aux deux niveaux. Bien sûr, on a fait l'étude, ça c'est en TD, on va le faire, c'est l'étude de la fiche de paie. Voilà, donc on va étudier la fiche de paie et on va la faire en détail en TD. On va tirer même les classes d'information ici, à la fin, ici, on va tirer les classes d'information à partir de notre fiche de paie. Et on passe à la deuxième partie de notre chapitre, qui est la codification de l'information. Donc, d'après ce que je viens de... j'ai parlé d'identifier, etc. Est-ce qu'il y a une demande? Attendez. Je vais mettre l'écran.
qu'il y a une demande? Accepté, oui. Je reviens. Donc, on aborde la deuxième partie de notre chapitre qui est la codification. Et bien sûr, pourquoi on codifie? C'est-à-dire, quel est l'intérêt de codifier? Donc, l'intérêt de codifier, donc c'est les bénéfices ou bien qu'est-ce qu'on gagne quand on codifie l'information? C'est qu'on on améliore. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est faciliter le travail au niveau de la gestion. Parce que, en réalité, le système d'information, on avait parlé de système de décision au pilotage, nous avons parlé de système opérationnel ou opérant, operating system, et nous avons parlé du système d'information. Le système d'information, on l'appelle aussi système de gestion. C'est le système qui nous permet de gérer le tout. Parce que si je n'ai pas le système d'information, je ne réussirai jamais à gérer mon entreprise. Donc, c'est le système de gestion. Donc, si je veux gérer bien, efficacement mon entreprise, il faut que l'information soit facilement traitable. C'est-à-dire, je peux la traiter facilement, accéder à l'information facilement, faire des calculs, des traitements facilement sur mon information, facilement accessible aussi. Donc, pourquoi la codification? C'est pour améliorer la désignation des objets et les caractériser de façon unique, comme on vient de le dire. Donc, c'est là surtout la partie codification. Bien sûr, éviter de manipuler des informations tout longues. C'est-à-dire le fait de manipuler, comme je viens de l'expliquer, au lieu de prendre le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, pour savoir est-ce que c'est le bon étudiant pour lequel je suis en train de parler, je prends son matricule et tout, et j'acquiers à tout. C'est-à-dire si j'ai son matricule, je saisis son matricule, j'aurai le tout. Donc ici, et bien sûr, ça me permettra de gagner en temps et en espace mémoire, bien sûr. Si je codifie, parce que généralement, quand je codifie, je fais comme je réduis la taille de l'information. Donc, elle sera concise. Là, généralement, le code doit être concis, c'est-à-dire court. Il ne faut pas qu'il soit trop lent. S'il est trop lent, ça ne devient plus un code. Bien sûr, ça me permet de structurer l'information. Pourquoi? C'est pour le traitement automatique. Ça me facilite le traitement automatique par la suite, de façon claire, précise, etc. Voilà. Donc maintenant, définition, c'est quoi un code? A code is an abbreviated representation of information. C'est quoi? C'est une représentation abrégée de l'information. Voilà. Donc de façon concise, l'information. Je réduis la taille de l'information. Bien sûr, maintenant, l'opération de codification, elle consiste à remplacer l'information with a clear code adapted to the needs of the information system user. C'est-à-dire que la codification que je propose, quand je fais une codification, il faut qu'elle soit adaptée aux besoins des personnes qui travaillent dans le système d'information. Je ne vais pas proposer pour les clients un code c'est-à-dire qui m'arrange moi, en tant qu'informaticien, mais il n'arrange pas les personnes qui travaillent dans la gestion commerciale, par exemple, pour les clients, gérer les clients, la facturation. Donc, le code doit être adapté aux besoins de l'utilisateur final, pas aux besoins de l'informaticien. C'est clair? L'informaticien, quand il fait son code, c'est pour lui faciliter le traitement, mais l'objectif, c'est que ça facilite le traitement aux utilisateurs. Il faut qu'il soit facilement manipulable, adapté à leurs besoins, ils le comprennent facilement, il ne faut pas que ça bouleverse le travail, c'est-à-dire je vais leur proposer un nouveau code qui va bouleverser tout le tout, ça va déstabiliser le travail. Donc il faut que ça soit quelque chose qui est adapté aux besoins de needs of the information. Donc codifier une rubrique ou bien une variable, elle consiste cancel its name or its value. C'est-à-dire, soit je codifie le contenu, la valeur de ma variable, vous voyez écrire, et donc des noms. C'est comme quand on veut programmer, on donne des noms courts, c'est-à-dire facilement interprétables pour les variables de mon programme. La même chose ici, c'est-à-dire quand je parle de rubrique de customer number, je lui donne l'IMC, je l'ai codifié, je codifié le nom de la rubrique. La même chose, customer name, c'est name, c'est-à-dire name quoi. Invoice number, c'est le numéro de la facture, num invoice.
par exemple. Donc, et les noms des variables, et les noms des rubriques, et le contenu des rubriques, je les codifie. Maintenant, NUMC, qui est le numéro du client, customer number, le contenu, l'occurrence elle-même, je la codifie. Par exemple, ici, W, donc il a une certaine structure, ce code-là. W pour dire c'est un wholesaler, c'est-à-dire un grossiste. 027 pour dire c'est le numéro séquentiel, c'est le 25e grossiste de la wilaya 16. Donc, c'est un code. La même chose, le numéro invoice, ça peut être par exemple, ici on comprend par exemple, c'est la 137e facture de l'année 2020. Par exemple, c'est-à-dire le numéro de la facture, c'est par année. Après, nous avons une structure, un numéro séquentiel aussi, pour compter le nombre de factures par année. C'est bon? Donc, soit on codifie les noms des rubriques. Bien sûr, quand on donne des noms de rubriques, ça ne va pas être un nom avec des chiffres, par exemple. Ça n'a pas de sens. Les noms des rubriques, c'est avec des codes qu'on appelle des codes mnémoniques, qu'on va voir dans la suite. C'est les codes mnémoniques. Par contre, les contenus des rubriques, c'est tout dépend. Tout dépend. Ça peut être du numérique, des lettres, etc. Tout dépend du besoin. Voilà. Bien sûr, les caractéristiques de la codification, c'est-à-dire quand je codifie, il y a des conditions. Des conditions pour la codification. La première condition, c'est qu'il faut qu'elle ne soit pas ambiguë. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de flou comme ça. Without ambiguity or uncertainty. One object, one code. Donc, on ne peut pas avoir un objet avec deux codes. Si on a un objet avec deux codes, ça veut dire que c'est ambigu. C'est ambigu. Donc, je ne peux pas savoir de quel objet il s'agit. Donc, il faut qu'un ambigu, non ambigu. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est well suited to user needs. Elle est adaptée aux besoins de l'utilisateur. Il ne faut pas que ça soit quelque chose, c'est comme je viens de l'expliquer, quelque chose qui n'est pas adapté à l'utilisateur. L'utilisateur, non, il vous dit, non, ça ne m'arrange pas. Ce code ne me plaît pas, j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à l'utiliser. Il n'est pas facile, par exemple. Interpretable veut dire interprétable, c'est-à-dire que je peux le comprendre. Decode and understand. Facilement, easy to decode. Que veut dire ceci? C'est-à-dire quand je vois le code, facilement je peux le décoder, c'est-à-dire comprendre la signification et le comprendre. C'est-à-dire tirer les parties de ce code et le comprendre. C'est comme quand je viens de vous donner, par exemple, quand on a compris, ou W pour dire wholesaler, je comprends, wholesaler c'est grossiste, après je comprends 3 chiffres, parce que je comprends la structure de ce code, les 3 chiffres c'est le numéro séquentiel, après les deux derniers chiffres c'est la wilaya. Donc il est facilement compréhensible. Voilà. Donc, exemple, family situation. Donc, si vous mettez par exemple, vous mettez le code pour situation family seulement, je parle de situation family, single, married, divorced, withdrawn. Si vous mettez par exemple family situation, vous mettez 1, 2, 3, 4. 1 veut dire single, 2 veut dire married, 3 veut dire divorce, etc. Est-ce que 1, 2, 3, 4, pour family situation, c'est un code facilement interprétable? C'est-à-dire, on le comprend facilement. Non. Oui, par rapport au manade. Pour le comprendre, il me faut une autre table qui me dit que 1 veut dire single, 2 veut dire married. À chaque fois, je dois me rappeler de ceci. Donc, il n'est pas facilement interprétable. Donc, pour qu'il soit, c'est quand je le vois, je comprends. Quand je vois S, single. Quand je vois M, married, etc. Donc, facilement interprétable. Aussi, la quatrième caractéristique de mon code, il faut qu'il soit extensible. C'est-à-dire un code qui n'est pas extensible, ça pose problème. Parce qu'à un moment donné, on sera bloqué. C'est-à-dire, je vais dire, par exemple, je vais dire que le code, le matricule de l'étudiant, c'est 4 chiffres. 4 chiffres seulement. Si je ne fais pas de statistiques, 4 chiffres veut dire que finalement, si je prends un numéro séquentiel, c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à, j'aurai 9999 au maximum. Donc, s'il y aura plus de 9999 étudiants, je serai bloqué. Donc, c'est un code qui est non extensible. Voilà. Ça, si je prends les positions, c'est-à-dire en position. Maintenant, si je prends par exemple avec des INT, etc., des langues, avec c'est-à-dire un type, je peux avancer. Donc, ici,
où est-ce que j'étais? Extensible, donc offers the possibility of being extended according to the object class to be codified. Donc ici, par exemple, 1, 2, 3, j'avance, je n'ai pas de limite, Donc ce code, il est extensible. Voilà, il est extensible. Mais parfois, donc on va voir dans les exemples qui vont suivre, parfois ce n'est pas possible d'étendre le code. Ce n'est pas possible. Par exemple, with possible insertion, c'est quoi? C'est dans le cas où nous avons des codifications par tranche. Par exemple, je prends une tranche, je vais dire que par exemple, pour cette tranche, je vais prendre de 0,0 jusqu'à 15, par exemple. Veut dire quelque chose. Elle a une certaine signification. Par exemple, attendez. Par exemple, c'est les livres. Juste un exemple, là, c'est un exemple. C'est les livres. Après, entre 16 et 20, par exemple, c'est les revues. C'est les codes des revues. Entre 21, etc. Voilà. Et après, à un moment donné, ça, c'est les revues. Donc, nous avons combien de codes de revues? Nous avons 16, 17, 18, 19, 20. Nous avons 5 revues possibles que je peux codifier avec mon code. Et à un moment donné, c'est-à-dire dans mon système d'information, ils me disent qu'il y a plus que 5 revues. Et après, ils me disent que, par exemple, pour le 21, c'est les mémoires. Par exemple. C'est les mémoires, ou bien les thèses, par exemple. C'est juste un exemple, là. Bibliothèque, par exemple. 21. Donc, et après, on me dit qu'il n'y a pas que 5 revues. Il y a une 6e revue. Il y a une 7e revue. Et donc, je serai obligée de faire 20 après 21. Mais le 21, ça correspond, initialement, le 21 correspondait aux thèses, bien aux mémoires. Donc, finalement, mon code ne me permet pas de faire une insertion à ce niveau. Je ne sais pas si vous avez compris cette histoire d'insertion. J'arrive plus à insérer. Pourquoi? Parce qu'au début, quand j'ai fait ma codification par tranche, et que j'ai choisi ces tranches-là, ces intervalles-là, je n'ai pas fait une étude à l'avance. Il fallait faire une étude à l'avance pour voir au maximum combien de revues possibles on peut accepter dans notre bibliothèque. Et après, une fois que je fais c'est comme si je fais une étude statistique. Une fois que j'ai l'information, ils me disent qu'au maximum, on ne peut pas avoir plus que 15 revues, par exemple. Dans ce cas-là, je prévois un intervalle qui me permet de faire ces 15-là. Donc, je ne vais pas mettre 5, 6, 7, 20 valeurs, et après, si je veux insérer, je ne peux plus. Et donc, c'est un code donc, le code doit me permettre de faire de l'insertion. Donc, me permettre que l'insertion soit possible, avec insertion possible, with possible insertion, pour que ce code-là soit un bon code. C'est bon? Quand il s'agit de, bien sûr, quand je parle d'insertion, quand il s'agit de la codification par tranche, hein, c'est l'exemple de... Est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà. Concis, il faut qu'il soit le plus court, as short as possible, and easy to use. C'est-à-dire, il faut qu'il soit concis. Donc, quand c'est un code qui est court, short, c'est-à-dire court, il n'est pas trop lent, il est facile à manipuler. Que ce soit pour l'utilisateur, par exemple, la personne elle veut rechercher un client. Elle tape directement le code, mais si le code contient 20 chiffres, ben, ce n'est pas court, 20 chiffres pour un client. Par exemple, elle va rester quand même un bon moment pour saisir le numéro du client. Et donc, ce n'est pas vraiment court. Donc, un code, quand je choisis de faire un code, il faut que ça soit quand même concis, c'est-à-dire le plus possible, hein, c'est-à-dire le plus possible, c'est-à-dire court comme code. Madame. Et, oui. Madame, ici, il y a beaucoup de clients, madame. Par exemple, un grand nombre, un grand chiffre. Oui, mais les plus... Non, beaucoup de clients, ça veut dire 20 chiffres, par exemple. 20 chiffres, j'ai donné un exemple comme ça. Hein. Généralement, on peut faire la codification pour les numéros de clients de façon concise. Hein. C'est-à-dire, on prend le type du client, etc. On pourra réussir à faire des codes acceptables. Mais quand je vous ai dit 20 chiffres, c'est beaucoup. Pour mon exemple, je parle de mon exemple. D'accord. Madame, juste une autre question. Si on écrit par exemple 0,25 ou 25, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le 0, par exemple, définit la taille maximale? La codification, c'est des positions. Un code, c'est un nombre de positions. Donc, si c'est numérique,
Si c'est numérique, normalement, à l'avant, par exemple, si c'est 3 positions, normalement, j'écris comme ça. Par exemple, client. Je ne vais pas écrire le client 1, 2, j'avance. Après le client 15, le code, ça va être 0,1. Si c'est 2 positions, 0,2, ainsi de suite. Donc, le code, c'est par position. On va le voir dans la suite. Quand on choisit un code, c'est comme pour votre matricule. Vous avez un certain nombre de positions. Maintenant, s'il y a des zéros à gauche, il cite les zéros. Je ne sais pas s'il y a des zéros. Tout dépend de matricule. Il n'y a pas, c'est l'un normalement. Les 4 premières positions du matricule. Matricule étudiant. Là, madame, donc. Ouais. Mais non, c'est-à-dire le code, c'est avec un certain nombre de positions. Quand c'est numérique avec un numéro séquentiel de ce type, il faut préciser les zéros à l'avance. C'est-à-dire, on écrit par exemple 2 chiffres, donc 0, 1, 0, 2, etc. Voilà. Donc le code, il a une certaine longueur. Et après, sauf si on est au niveau base de données, et après le numéro de client, c'est juste un numéro séquentiel, il n'y a rien. Juste un numéro séquentiel. Donc, on peut faire 1, 2, 3, c'est-à-dire même le numéro du client, on peut faire ça, c'est au niveau base de données. Donc, quand il s'agit de documents, c'est des positions. Quand j'imprime le code, c'est des positions, c'est avec des positions. Donc, 0, 0, 1, 0, 0, 2, même les facture 0, 0, 1, facture 0, 0, etc., etc. Donc, on prend en considération les positions. Et la dernière, on va voir en TD, on va voir la codification. Et la dernière caractéristique, c'est que le code soit stable. Si le code est instable, c'est un problème. Ce n'est pas un code. On va pas, parce qu'on sera obligé de changer. Donc, que veut dire stable? Ça veut dire inchangeable. Unchangeable. Que veut dire inchangeable? C'est-à-dire si je choisis une certaine structure pour mon code, avec pour chaque par exemple, partie de mon code, par exemple, un certain nombre de positions, ça va rester comme ça pour une durée, on va dire, tout dépend de la durée de vie, bien sûr, du système d'information, de la durée de vie du système d'information. Voilà. Mais il ne faut pas le changer à chaque fois. C'est comme par exemple pour les matricules des véhicules. Donc, depuis quand on a des matricules, c'est toujours la même structure. C'est-à-dire que ce n'est pas, aujourd'hui, c'est là où il a allé juste par exemple à droite, mais après on va changer, il faut que ça soit stable. Pour des besoins précis, on va changer. Donc quand je veux faire de la codification, je fais une étude. De ma codification, je fais une étude statistique, etc., des besoins concernant le système d'information. Une fois que j'ai fait cette étude, suite à cette étude que je choisis mon code, de telle manière à ce que mon code dure dans le temps. Il ne faut pas que je le change à chaque fois. Je serai obligée de le changer à chaque fois. Et bon, il faut que ça dure. Donc ça, c'était les caractéristiques de la codification. Maintenant, les différents types de codification qu'on peut avoir. Alors, pour les différents types, on peut avoir, par exemple, une codification, comme on vient de l'expliquer, concernant les numéros clients, comme ça, sans d'autres informations. Donc, à chaque fois qu'on a un client, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, on appelle de codification séquentielle. Donc, c'est séquentiel, c'est 1, 2, 3, par exemple. 4, etc. Donc, ça, c'est séquentiel. Blocks codification, c'est la codification que je viens de vous donner l'exemple, cet exemple, celui-là. Ça, c'est blocks codification. Attendez. C'est la codification par tranche. Ça, c'est, je vois pas ça, c'est blocks codification. Donc, c'est une codification par tranche, par intervalle. L'autre codification, donc ça, c'est par intervalle. Ça, c'est séquentiel. 1, 2, 3. Donc ici, c'est des intervalles. L'intervalle 1 de telle valeur à telle valeur. L'intervalle 2 de telle valeur à telle valeur, ainsi de suite. Bien sûr, on comprend par tranche qu'il y a des typologies en quelque sorte, des classes, on va dire. Première classe, deuxième classe. Je ne parle pas de classe d'information, classe d'objet, je veux dire. Ou bien de type d'objet. Après, le troisième type de classification, c'est l'articulé. Comme par exemple, l'articulé, c'est comme par exemple matricule véhicule. Pourquoi articulé? Parce qu'il est constitué de plusieurs champs. Le fait d'avoir plusieurs zones, c'est de l'articulé. C'est ça le mot articulé. Donc, par exemple, ici, pour les véhicules, nous avons au début les 5 ou 6 chiffres
Donc, c'est le numéro séquentiel. Après, nous avons le type du véhicule, l'année du véhicule, la wilaya, etc. Donc, plusieurs zones, plusieurs parties de mon code. On l'appelle articulé. Et dans l'articulé, nous avons deux types. Nous avons le juxtaposé. Le juxtaposé, c'est-à-dire juxtaposé, c'est-à-dire là, un champ à côté de l'autre, comme pour le matricule véhicule. Le hiérarchique, non. C'est à côté de l'autre, mais il y a une relation de hiérarchie entre les différentes parties, entre les différentes zones. On va voir un exemple dans la suite. Et après, la codification mnémonique, comme je viens de vous donner un exemple, par exemple, au lieu d'écrire numéro client à toutes lettres, j'écris num, ou bien le customer number, j'écris num-c. Ça, c'est du mnémonique. C'est-à-dire c'est utilisé spécialement pour les noms des rubriques, etc., les noms des variables, on leur donne une codification mnémonique. Et dernièrement, c'est les codes contrôlables. C'est quoi les codes contrôlables? C'est les codes, par exemple, pour le code, le numéro CCP. Le numéro CCP, vous avez le code, le numéro CCP, et juste à côté, vous avez à droite, vous avez deux chiffres, c'est la clé. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ceci. Oui ou non? Oui, non. Voilà. Donc, la clé, numéro CCP, la clé, c'est une clé de contrôle de mon code, est-ce qu'il est correct, oui ou non? C'est bon? Donc, c'est une clé de contrôle. C'est pour ça qu'on l'appelle les codes contrôlables. Voilà. On avance. On va commencer par le premier. Donc, le premier, sequential codification. Donc, la codification séquencée, je vous ai donné l'exemple. Par exemple, ici, on commence par exemple customer ou bien employé. Au recrutement, c'est-à-dire quand le recrutement de la personne, de l'employé, quand le premier employé qui est recruté, je lui donne le numéro 001. L'employé deuxième, quand je le recrute, je lui donne 002. Et après, à la suite, 113, 114, donc c'est du code séquentiel. Voilà. Quel est l'avantage? Bien sûr, chaque codification, chaque type de codification, il a des avantages, advantages, et des inconvénients, des advantages. Voilà. Donc, le bon côté et le mauvais côté du code. Voilà. Donc, les avantages, c'est que c'est un code inambigus. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire ici, pour inambigus, je veux dire quoi? Attendez, je reviens. Il n'est pas ambigu. Pourquoi? Parce que pour 0001, il n'y a pas le risque d'ambiguïté. 001, je vais l'affecter à un seul employé, oui ou non? 002 pour un autre employé. Donc, il n'y a pas de risque d'avoir deux employés avec le même numéro. Il n'y a pas de problème d'ambiguïté avec ça. Donc, ce n'est pas ambigu. En plus, c'est une codification qui est simple. 1, 2, 3, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est juste à l'arrivée de l'événement, j'ajoute. À l'arrivée d'un nouveau objet à codifier, j'ajoute plus. C'est tout. Voilà. Donc, il est simple. Et il permet les extensions parce que la preuve ici, nous avons recruté 112, par exemple, employés. À un moment donné, on a commencé à recruter, on a ajouté, donc je peux ajouter 113, 114 et ainsi de suite. Donc, il est extensible. Cette codification séquentielle, elle est extensible. Mais l'inconvénient, doesn't allow inserts. Elle ne permet pas les insertions. C'est-à-dire, je ne peux pas, une fois que je donne à l'employé, le premier employé qui a été recruté, le numéro 1, et le deuxième employé qui a été recruté, le numéro 2, je ne peux pas, entre les deux, insérer un autre employé. Ce n'est pas possible, comme ça. Ce n'est pas possible. En plus, ce code, not significant, c'est-à-dire, il n'y a pas de signification. C'est-à-dire, quand je trouve comme ça, si on ne me dit pas que 001 veut dire c'est le numéro de l'employé, je ne vais pas, c'est-à-dire supposons j'ai un document comme ça, où est le curseur? Je vois pas. J'ai un document comme ça, par exemple c'est je sais pas, une fiche d'employé qui contient les infos, fiche de renseignement employé. Après j'écris en haut à gauche, j'écris 001. Je ne vais pas comprendre que ce 001 veut dire que c'est le numéro de l'employé. Il faut que j'écrive à côté employee number, quelque chose comme ça, 2.001 pour comprendre. Donc, il n'est pas facilement, ce n'est pas significatif. En le prenant seul, bien sûr, en le prenant seul, il n'y a aucune signification dans 001, bien 002. Je ne comprends rien. No grouping on objects. Je ne peux pas grouper. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, je ne peux pas faire de groupement comme ça pour dire quelque chose. Par exemple, je ne sais pas. On ne peut pas faire de groupement par objet. Selon les types, je ne peux pas. Comme ça. Avec ce code seulement, je ne peux pas faire ceci.
Voilà. Mais si j'ajoute autre chose, par exemple, hein, j'ajoute autre chose pour vous dire que grouper, que veut dire grouper. Par exemple, si j'ai par exemple un code, mais il est, c'est-à-dire articulé, hein, je parle d'articulé, c'est-à-dire il y a plusieurs parties de mon code. Attendez, non, pardon. Voilà, articulé, couleur rouge. Attends. Oui, oui. لا هنا هكا 001 002 فيكسي ما يتبدلوش Oui. ما نقدروش Oui, نبدلوهم. c'est le code d'un employé, oui. لا شغل Oui, c'est le... زعما تبدليه زعما كي قلنا بلي انا حابين زعما ندخلو هنا كيما ديسيديتي هاد لافلاش قلنا ما نقدروش نديرو واحد اخر على ما Oui. نديرو 002 نمدو له الكوداج تاع اللي مورا ونديرو اللي مورا هو 003 تقدريش Comment ça? J'ai pas compris la question. Comment? Eh ben, il y a eu un recrutement. Il y a eu un recrutement d'une personne. Je lui ai donné 000. Juste après, j'ai recruté une autre personne. Je lui ai donné 002. Oui. Donc je ne peux pas. ما نقدروش نبلاصيو واحد هنا لازم يجيو الاخر Oui. Comment? Qu'est-ce que je dis pour le corps? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. مادام هاد الكود موديفيو Est-ce que j'avance pour répondre à ta question? Et après, si tu ne comprends pas, tu me reposes la question parce que je vais expliquer la suite, comment faire les insertions et tout. Hein. اوكي خلاص خير Voilà. Tu vas trouver la réponse normalement, mais sinon tu me reposes la question. J'ai dit par exemple, attendez, je prends le numéro 001 comme ça. 001. Supposons que je n'ai pas fait cette codification, j'ai fait articuler, ça veut dire plusieurs parties dans mon code. Et l'autre partie de mon code, j'ai fait par exemple 19, comme ça, 19. Alors, que veut dire ce code? C'est on va dire ça, c'est le numéro séquentiel de la personne. Et ça, le 19, c'est l'année de recrutement. C'est clair? Donc, le code, il est constitué de deux parties. C'est bon? Donc, ici, voilà. Si je, en 2020, ici, comme ça, avec ce code-là, 00119, hein, je parle de grouper, après j'explique autre chose. Grouper, ici, par exemple, si je veux regrouper les employés qui ont été recrutés en 2019, est-ce que je peux le faire? Oui, non? Vous suivez? madame. Non, je parle de cette codification en rouge, ce que j'ai écrit en rouge. Ah, avec Oui, l'article, je peux le faire parce que, voilà, le premier, je ne peux pas, avec 00100, je ne sais pas, c'est-à-dire cette personne-là qui est 00, elle a été recrutée quelle année, et supposons que je veux regrouper par année de recrutement, je ne peux pas, avec ce code seulement. Mais si je prends de l'articulé, c'est-à-dire mon code est constitué de deux parties, une partie séquentielle et une partie année de recrutement, dans ce cas-là, je peux faire les regroupements selon l'année de recrutement. Oui ou non? Donc ici, quand c'est séquentiel seulement, ce n'est pas possible de regrouper. C'est clair? Oui, madame. Voilà. Pourquoi je parle de regroupement et pourquoi on parle de regroupement ou de grouping au niveau de la codification? Parce que généralement, on fait ces traitements au niveau des bases de données. C'est-à-dire on veut afficher ou bien imprimer tous les objets qui ont un certain type. C'est groupé. Donc on fait ces opérations au niveau des bases de données pour les requêtes, SQL, etc. Donc si mon code ne le permet pas, je vais compliquer les choses. Je serai obligée d'aller vers d'autres rubriques pour pouvoir faire ce regroupement. C'est bon? Voilà. Donc j'avance ici. Attendez. Ignorer. Oui. Et j'avance. Voilà. Donc pour ça, bien sûr, Blocks Codification, c'est la codification par tranche, ranges. Donc c'est des intervalles de valeurs. Voilà. Alors exemple, ici par exemple pour la library, donc c'est une bibliothèque ou bien librairie. Donc ici par exemple, pour codifier les livres, j'ai choisi par exemple entre 001 et 100, c'est les livres de technologie. Entre 101 et 200, c'est literature. Entre 200 et 300 sociologie, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une codification par tranche. Voilà. Pour mes livres, entre 001 et 100, c'est les codes de tout ce qui est livre de type technologie, lié au domaine technologie. C'est une codification par tranche. Après, les avantages de cette aussi, ce n'est un ambigus. Donc, il n'y a pas de problème d'ambiguïté. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire un code, il est associé à un objet, donc il n'y a pas de problème. Et aussi, ça reste toujours un code qui est simple quand même. Ce n'est pas vraiment
compliqué. C'est simple comme codification, mais c'est-à-dire l'inconvénient, c'est que j'ai besoin de ceci. C'est-à-dire j'aurais besoin de ceci, pardon. J'aurais besoin de cette table-là. J'aurais besoin de cette table-là. Sinon, je ne vais pas comprendre. Oui ou non? C'est-à-dire entre 0... est-ce qu'il y a une demande oui, accepté. Vous me dites quand c'est l'heure. Hein, voilà. Je reviens. Voilà. Masqué et j'active. Voilà. Donc, pour cette codification par tranche, nous avons dit que pour pouvoir comprendre, pouvoir comprendre mon code, je dois avoir cette table-là. C'est la table de correspondance. C'est-à-dire, c'est une table qui me dit qu'entre 001 et 100, c'est technologie. Entre 101 et 200, c'est littérature. C'est-à-dire, je ne suis pas obligée de retenir ceci. C'est-à-dire, la personne qui travaille dans la bibliothèque, la bibliothèque n'est pas obligée de retenir. Elle a besoin d'avoir cette table de correspondance. C'est possible qu'elle l'oublie. Et donc, elle aura besoin de cette table de correspondance. C'est un inconvénient. Need, donc l'inconvénient, c'est que need for a correspondence table between blocks and object classes. C'est-à-dire les classes, entre mes classes d'objets et les blocs et les tranches, je dois avoir une table de correspondance. C'est un inconvénient. J'ai besoin d'une autre information pour pouvoir comprendre mon code. Et bien sûr, doesn't allow extensions. Doesn't allow extensions. Donc ici, ne permet pas les extensions, c'est-à-dire je ne peux pas ajouter, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai dit, dès le démarrage, j'ai dit 001 jusqu'à 100, c'est technologie. 101 jusqu'à 200, c'est literature. 201 jusqu'à 300, sociologie. Et ainsi de suite. Je m'arrête à 500. Je m'arrête à 500. Ce code, après, il n'y a pas. Je n'ai pas précisé. Si j'avais dit entre 501 et 600, par exemple, c'est extensible. Mais j'ai prévu les classes. C'est bon, c'est ça ce que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, je n'ai pas une suite, il n'est pas extensible. Ce n'est pas comme quand je le fais 1, 2, 3. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je peux. Allez, c'est illimité. Donc, il est extensible. Mais ici, comme ça, il n'y a pas d'extension possible. Parce qu'ils me disent, je dois m'arrêter à 500. Et donc, si j'ai d'autres éléments, etc., concernant General Culture, etc., ou pour aller vers 501, 501, c'est pas possible. Donc, je ne peux pas, d'un côté, étendre mon code. Donc, et quand je dis étendre, c'est à la fin de mon code. Hein. Étendre, c'est à la fin, c'est-à-dire ajouter des éléments à la fin de mon code. Après 500, je veux dire. Et doesn't allow insertion, c'est entre les tranches. C'est-à-dire, la même chose. C'est-à-dire, quand je fais je dis, attendez. Je dis que entre 001 jusqu'à 100 technologies, mais à un moment donné, il y a un autre livre qui est du type technologie, donc je dois ajouter le 101. Mais le 101, je l'ai prévu pour literature. Et donc, dans ce cas-là, ça ne permet pas l'insertion. Donc, pour que ça permette l'insertion, il faut que je fasse une étude statistique bien faite, qui prévoit le futur aussi, l'évolution dans le futur, pour faire une codification de tranches qui permet les insertions. Mais si je fais comme ça, une codification comme ça, c'est-à-dire généralement, elle ne permet, si je ne fais pas une bonne étude statistique, généralement, quand je fais comme ça aléatoirement les intervalles, c'est possible que ne permet pas les insertions. Je ne sais pas si c'est clair pour ce point. C'est clair? Oui. Oui, c'est clair, madame, c'est clair. Voilà, j'avance. Attendez, voilà. Maintenant, pour l'articuler, je vous ai donné l'exemple, c'est-à-dire l'exemple le plus connu, c'est les matricules des véhicules. C'est l'articulé, juste à poser. Pourquoi? Parce que mon code, il est constitué de parties. Voilà. Donc ici, nous avons 6 chiffres séquentiels. Nous avons un chiffre pour le type du véhicule. Nous avons 2 chiffres pour l'année de mise en circulation, de première mise en circulation, et la dernière pour la wilaya. Voilà. Donc ici, c'est un code qui est constitué de plusieurs zones, plusieurs parties. Different parts, voilà, plusieurs parties, several segments, ou bien segments. On les appelle segments, parties, c'est comme vous voulez. Donc ici, nous avons sequential number, vehicle type, year of entry into service, et la wilaya à la fin. Donc c'est de l'articuler. Pourquoi c'est de l'articuler? Parce qu'il y a plusieurs parties. Et c'est juste à poser parce que c'est une partie à côté de l'autre. Et il n'y a pas de relation hiérarchique. Quand il y a une relation hiérarchique entre les parties, je vous donne un exemple. Par exemple, postal code.
Postal code, nous avons par exemple la wilaya, la daïra, la commune. Voilà. Donc, c'est la wilaya 9. C'est la daïra, par exemple, ici, 1, par exemple. Et c'est la commune 50, par exemple. Hein. Le code, j'ai donné un exemple. Mais l'essentiel, c'est que ça rentre dans daïra et ça rentre dans wilaya. C'est dans ce sens. C'est-à-dire que nous avons une relation d'hiérarchie, l'un qui est à l'intérieur de l'autre, ou l'un qui est sous l'autre, en quelque sorte. C'est une relation hiérarchique. Voilà. La même chose pour, par exemple, quand vous trouvez les journaux, le journal officiel, par exemple. Le journal officiel, vous trouvez, par exemple, section, numéro de section. Par exemple, la section, elle a, par exemple, un titre. Ça concerne un titre particulier. C'est comme pour les livres. Par exemple, nous avons le titre initial, après nous avons les chapitres, après nous avons les parties, les paragraphes, etc. Donc, le journal officiel, nous avons la section qui parle d'une certaine thématique. Après, dans la section, nous avons un certain nombre de chapitres. Et dans chaque chapitre, nous avons un certain nombre d'articles. Bien sûr, on ne va pas les trouver sous forme d'arborescence. On va les trouver comme ça, c'est-à-dire de type, c'est-à-dire juste à poser, enfin, on le trouve juste à poser dans le sens l'un à côté de l'autre. Mais la signification, c'est hiérarchique. C'est le sens qui est hiérarchique. Ce n'est pas le code. Le code, on ne va pas le trouver sous forme d'arbre. Par exemple, on va trouver ici, pour le journal officiel, on va trouver par exemple section 5, chapitre 13, par exemple, article 2, 02, par exemple. On trouve ceci. On voit bien ici que ça, c'est la relation, bien sûr, on écrit, mais ça, c'est concernant les codes au niveau du journal. Donc, c'est l'article 2 du chapitre 13 de la section 5 du journal officiel. C'est bon? Donc, il y a des relations hiérarchiques. Donc, bon, pour l'articuler, nous avons deux types. Nous avons le juste à poser. Pourquoi juste à poser? Parce que c'est à côté, l'un à côté de l'autre, mais il n'y a pas de relation d'hiérarchie entre ça et ça. Ce n'est pas le même sens. Ce n'est pas le même sens. Ça, c'est le numéro séquentiel, l'autre, c'est le type du véhicule, l'autre, c'est l'AV, l'autre, ce n'est pas le même sens. Il n'y a pas de relation d'hiérarchie. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair pour ça? Oui? Oui, c'est clair. Okay. Voilà, on avance. On avance. Maintenant, pour je vous ai parlé du code mnémonique, je vous ai dit, généralement, on les utilise pour la codification des noms de variables, des noms de rubriques. Au lieu de manipuler, par exemple, the account number, au lieu de manipuler comme ça, au lieu d'écrire the account number, au lieu d'écrire ceci, non, j'écris directement ACC account number. Donc, c'est un code en vérité, mais c'est un code qui codifie les noms des variables et pas les occurrences. Ce n'est pas lié aux occurrences. Voilà. Donc, on l'appelle code mnémonique. Voilà. Quel est l'avantage? Bien sûr, est-ce qu'on a parlé des avantages et des inconvénients de ça? On a sauté? Voilà. Non. Alors, quel est l'avantage de la codification articulée juste à poser? Quel est l'avantage de l'articulé juste à poser? Elle a un sens. Le sens? Oui. Oui. Le plus important, c'est que ça a une signification. Ça a une signification. L'avantage, c'est que… Voilà. Faciliter le classement, madame. Le quoi? Faciliter le classement. Voilà. Déjà, premier point, par rapport à l'autre. Est-ce que c'est ambigu? Est-ce qu'on peut avoir des ambiguïtés? C'est-à-dire pour deux objets, on a le même code? Non. Non. Donc, c'est non ambigu. Est-ce qu'il permet les extensions? Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Oui, à un certain degré, oui. Pourquoi? Parce que si on ajoute les wilayas, on a ajouté d'ailleurs les wilayas, on a ajouté 10 wilayas dernièrement, enfin les dernières années. Est-ce qu'on a changé l'immatriculation? Est-ce qu'on a changé l'immatriculation? La structure, je parle. La structure du code d'immatriculation. On ne l'a pas changé. Non. Donc, c'est permis d'avoir des nouvelles wilayas au niveau du code, oui ou non? Oui? C'est permis. Les dernières on peut aller. Voilà. Et donc, c'est extensible. On peut faire de l'extension. Est-ce que permet les insertions? كيفاش؟
J'ai dit, l'extension, c'est que à la fin de mon code, j'ajoute de nouveaux codes. Est-ce qu'il permet les insertions entre codes? وقيلا نو ماذا باسكو Oui, الا زعما قلناهم على حساب الولايات oui, bien. Pourquoi? Parce que, supposons, ça c'est le numéro séquentiel. Ça c'est le numéro. Voilà. Bien sûr qu'il permet, tout ce qui est articulé permet les insertions. Bien sûr, quand on fait une bonne étude statistique, bien sûr. Par exemple, ici, c'est le 9, par exemple, ce véhicule, c'est le véhicule, attendez, c'est le 9150e véhicule de la wilaya 16, si c'est par wilaya. Si c'est par wilaya. Maintenant, si c'est par type, on intègre le type. Donc, ici, on peut ajouter, c'est-à-dire ici, par le type, après, je vais 5551, toujours 1, 0. C'est-à-dire que je peux ajouter à l'intérieur du numéro séquentiel des chiffres, jusqu'au maximum, bien sûr. Mais je peux ajouter. Par exemple, supposons que ici, la wilaya, je vous donne un exemple. C'est juste pour expliquer entre la wilaya et le numéro séquentiel. Par exemple, ici, c'est 9150. Par exemple, supposons lié à wilaya. Wilaya 16. Donc, c'est 9150. Après, au niveau de la wilaya 15, ils étaient à 8320, par exemple. Au niveau de la wilaya 15. Hein. Et après, il y a un nouveau véhicule au niveau de la wilaya 16. Est-ce que je peux ajouter, insérer? Oui, je fais 9151 pour la wilaya. Rien ne m'interdit. Rien ne m'interdit. Parce que j'ai une plage de valeurs possible pour la wilaya 16, pour lesquelles je peux insérer. Voilà. Bien sûr, quand je fais ceci, c'est une insertion à condition que je fasse au début une étude statistique pour voir au maximum combien on a de véhicules on peut avoir par wilaya, etc., par type, etc. Donc, on fait une étude statistique pour pouvoir dire que oui, c'est possible de faire des insertions. Voilà. Je reviens vers le... bien sûr, non, on parlait d'avantages d'inconvénients on parlait d'avantages d'inconvénients. Après, j'ajoute le slide concernant les avantages et les inconvénients. Bien sûr, ça nous permet aussi de faire des statistiques. Ça nous permet de faire des statistiques parce que j'ai l'information, j'ai la wilaya et j'ai les numéros séquentiels. À un moment donné, il est arrivé à quel niveau? Et donc, facilement, je peux faire des statistiques sur mes données, sur mes codes. Voilà. Donc, c'est un code qui me permet de faire des statistiques et aussi, c'est possible de faire des contrôles parce que je ne sais pas, certains contrôles, par exemple, tel wilaya, le nombre de, par exemple, je donne tel wilaya au niveau du sud, peut-être le nombre de véhicules n'est pas très grand comme pour, par exemple, les wilayas 16, les wilayas du nord, par exemple. Et donc, si je trouve, par exemple, à un moment donné, je trouve ici, par exemple, numéro séquentiel, je ne sais pas, ici 9, je peux faire un contrôle. C'est quoi ce contrôle? C'est que je dis que au sud, normalement, au maximum, on ne dépasse pas les 4 chiffres, par exemple, le nombre de véhicules. C'est impossible qu'on arrive jusqu'au 6e chiffre. Ça, c'est un contrôle. Ou bien, par exemple, pour les types de véhicules, hein, un exemple, hein, juste un exemple. Par exemple, ici, je trouve 07 pour dire, par exemple, c'est l'année de mise en service. Et après, je trouve, par exemple, ici, 26. Je trouve 26, par exemple. Ici, je peux contrôler. Je sais que je suis en 2024. Et on va aller vers 2. Et donc, je trouve un véhicule qui a le matricule, mais à l'emplacement, l'année de mise en service, je trouve 26, je vais dire non, ça ce n'est pas logique. Donc, je peux faire un contrôle sur je dis que ça, c'est erroné. Il y a une erreur quelque part. Je peux contrôler mon code. Et donc, ça, ce type de code, spécialement les articulés, ils me permettent de faire un certain nombre de contrôles. C'est possible de faire un certain nombre de contrôles. Ce n'est pas comme quand on a, par exemple, séquentiel seulement. Séquentiel seulement, quel est le contrôle que je vais faire? Aucun contrôle. Mais ici, j'ai plusieurs informations et il y a des relations sémantiques entre les champs, donc je peux faire des contrôles entre les champs, les différentes zones de mon code. Par contre, l'inconvénient, c'est que nous avons, par exemple, on voit bien ici que quand même, l'immatriculation, le nombre de chiffres est assez grand. Le matricule étudiant aussi. C'est-à-dire quand c'est articulé, généralement, il est plus long que quand c'est, par exemple, séquentiel seulement. Ou bien, il est plus lent.
Parce qu'il y a plusieurs rubriques, plusieurs champs, plusieurs zones, plusieurs segments. Et donc, chaque segment, il a une signification. Ça peut aller en longueur. Ça peut aller en longueur et ça devient lent. Voilà. Et bien sûr, c'est possible, nous avons dit d'un côté que c'est possible les insertions, mais l'inverse, ou bien le contraire quand les insertions ce n'est pas possible, c'est que j'arrive à saturation. C'est-à-dire ma zone, elle est saturée, je ne peux plus ajouter. Je ne peux plus ajouter, par exemple. Supposons qu'à un moment donné, on aura 100 wilayas. 100 wilayas ou bien 150 wilayas, par exemple. Donc, saturation. C'est-à-dire quand j'arrive à 99, c'est bon, c'est saturé. Donc, il y a un risque de saturation. Quand est-ce qu'il y a un risque de saturation? C'est quand il n'y a plus d'insertion possible. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour ça? Oui, madame. Voilà, j'avance. Oui, madame. Voilà. On était à mnémonique. On a commencé à quelle heure? On termine à quelle heure, vous me dites? Normalement. Si on compte 1h30, normalement, c'est bon. Bon, c'est bon, maintenant. Non, 11h15. Je vous donne une indication sur ces types, après on arrête. Donc, mnémonique, vous avez compris que c'est juste pour nommer de façon concise les noms des variables, les noms des rubriques, etc. Oui? Oui? Oui. Voilà. Et bien sûr, l'avantage, c'est pratique. L'avantage, c'est pratique de travailler avec des noms de variables que de travailler avec le nom de la variable en toutes lettres, avec plusieurs mots, etc. Et c'est lié au sens. C'est-à-dire, ici, on comprend que c'est count, ACC veut dire count, après num veut dire number. Donc, il est proche du sens de l'objet. Il est proche comme avantage. Et l'inconvénient, c'est que ce n'est pas dans tout le temps, ce n'est pas possible de décoder. Pas tout le temps. C'est-à-dire, des fois, je donne un nom à une variable, mais parfois, pas automatiquement, je comprends le sens. Donc, ce n'est pas automatiquement que je peux décoder ce code. Voilà. Donc, pas tout le temps. Voilà. Parfois, je donne des noms de variables qui ne sont pas compréhensibles, assez compréhensibles. Maintenant, pour le dernier type de code, c'est les codes contrôlables. Et pour les codes contrôlables, je reviens, les codes contrôlables, nous avons dit, je vous ai donné le numéro du CCP. Le numéro CCP, c'est un code contrôlable parce qu'il a une clé de contrôle de 2 chiffres qui permet de dire est-ce que ce numéro de compte CCP, il est faux ou pas. Par exemple, bank account, le compte d'une banque, supposons que, par exemple, bien sûr, pour faire le contrôle, nous avons besoin d'une fonction de contrôle. Par exemple, la fonction de contrôle, letter modulo 23, c'est-à-dire the control function and the code with format, comme ça. Nous avons ce format. La dernière lettre, c'est une lettre de contrôle. Par exemple, ça c'est un code qui est constitué de 5 chiffres et le dernier chiffre c'est le check digit. Voilà, check, on l'appelle, c'est le check digit ou bien la clé de contrôle. Qu'est-ce qu'il me permet? Par exemple, the occurrence of, par exemple, cette valeur 95-121T, que veut dire? Je prends ce 95-121T, je fais la division par 23, je trouve le reste de la division qui est 16, et le 16 correspond à la lettre T. Donc, si je trouve, par exemple, le 95-1-21 S, non, pas S, on l'élimine, par exemple M, je vais dire automatiquement que ce code est faux. Est-ce que c'est clair pour ça? Bien sûr, ce 16 pour T, c'est ça. Regardez ici, ici, la codification des restes de la division. Donc, je divise par 23, mon nombre, et je trouve un reste. Et après, je prends 0 veut dire A, 1 veut dire B, 2 veut dire C, 3 veut dire D. On enlève seulement le I, le O et le S. Ils ne sont pas comptés. C'est pour ça qu'on fait modulo 23. Normalement, en français, les lettres de l'alphabet, nous avons 26 lettres. Mais on enlève le I, le O, le S. Pourquoi? Parce que le I ressemble à 1 pour ne pas avoir de confusion. Le O ressemble à 0 et le S ressemble à 5. Donc, on les enlève de notre codification pour ne pas avoir de confusion. Le reste, on leur donne. Le 0 veut dire A, le 1 veut dire B, le 2 veut dire... Donc, si on va aller jusqu'à 16, le 16 veut dire T. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Oui. Donc, si je trouve 95, 121, M,
ou V, je dis que quand je fais mon contrôle, parce que je fais passer mon code vers cette fonction de contrôle qui est le modulo 23. Si je trouve le reste de la division et je fais la correspondance avec cette table-là pour trouver la lettre correspondante au reste, si je trouve une autre lettre, ça veut dire que c'est un code qui a une erreur. La même chose pour les codes CCP. Les codes CCP, nous avons le numéro à gauche, qui est constitué d'un certain nombre de chiffres. Après, nous avons la clé. La clé, elle est obtenue suite à une fonction, bien sûr. Ce n'est pas la fonction modulo, enfin, pas forcément, je veux dire, hein, pas forcément. Mais cette fonction, un certain calcul sur les chiffres à gauche pour trouver la clé. Donc, si je ne trouve pas ma clé, ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau de mon code. Donc, ce que je vous demande comme devoir maison, homework, c'est de chercher les fonctions de calcul de la clé CCP et de la clé RIP, parce qu'au niveau du chèque, il y a la clé RIP, il y a l'ancienne clé. Voilà. Cherchez la fonction qui permet de créer l'ancienne clé CCP et la nouvelle clé CCP. C'est-à-dire quand vous faites un retrait au niveau du CCP, on vous donne un petit bon comme ça, pour dire que vous avez retiré combien il vous reste de l'argent dans votre compte. Oui ou non? Oui? Oui. Oui? Voilà. Donc, cherchez la fonction qui permet de chercher cette clé. Et allez vers votre carnet de chèques et cherchez la fonction qui permet de trouver la RIP comme ça. Donc, il y a une clé. C'est comme s'il y a, au niveau du CCP, il y a une ancienne clé avec laquelle il travaillait avant, mais actuellement, il travaille avec une nouvelle clé qui s'appelle RIP comme ça. Donc, cherchez c'est quoi ce RIP et comment on le calcule. RIP comme ça. Et bon, ça c'est homework. Hein. Ça c'est travail. Donc vous m'envoyez votre travail. Bien sûr, vous écrivez au stylo, vous prenez photo et vous m'envoyez votre devoir maison par mail. C'est bon? Oui. Oui. Okay. Ok. Donc on arrête à ce niveau et à 13h, c'est ça, à 13h30? À 13h30, on fait le... Oui. non,